Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est l'heure de l'émission Mode d'emploi et comme chaque premier vendredi du mois, vous êtes avec les féministes révolutionnaires jusqu'à 21h30. Les féministes révolutionnaires, c'est un collectif créé en 2016 à la suite des mobilisations contre la loi travail. C'est un espace de formation et de lutte. On y articule féminisme, anticapitalisme et antiracisme pour analyser les rapports sociaux de domination. On pense que ces rapports de domination, ils sont systémiques et structurels. Notre lutte, elle doit donc prendre en compte toutes ces facettes et s'attaquer à ces structures. C'est pour cette raison qu'on se définit comme révolutionnaire. On publie sur notre blog Mediapart, on organise des échanges et de formations, on participe à de nombreuses manifestations, on soutient toutes les luttes des travailleurs et des travailleuses, et plus largement, celles qui participent à construire une société plus juste. Aujourd'hui, c'est Clara, Albertine et Megaval. Salut tout le monde. Hello. Salut. Ce soir, on va vous parler d'inceste, plus particulièrement de la place de l'inceste dans les luttes féministes et les perspectives révolutionnaires pour y mettre fin. En tant que collectif féministe, antiraciste et lutte des classes, on s'intéresse à tous les systèmes de domination pour mieux les renverser et mettre fin aux oppressions. Ce que nous remarquons, c'est que trop souvent, les enfants sont isolés de nos luttes. Or, eux aussi subissent les violences systémiques et structurelles, dont font partie les violences sexistes et sexuelles parmi tant d'autres. Dans la boîte à outils du patriarcat, il y a les violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi celles faites aux enfants. Et de celles-ci, on parle peu. Parce que c'est douloureux, compliqué, et qu'on y est tellement exposé que l'on a bien plus de mal à se pencher dessus. Aussi, parce que lorsque l'on grandit, on apprend une règle tacite quant à l'inceste. C'est pas tant d'incester qui est interdit, mais bien de dire l'inceste, de le dénoncer, d'en parler. La loi du silence s'exerce sur la famille tout entière, les victimes se taisent, et parmi l'entourage, celles qui savent dissimulent leur gêne. La règle s'applique à tous, et très tôt, l'interdit est intériorisé chez les victimes et leur entourage. Pour désobéir à l'ordre sexiste et y voir plus clair, on va s'intéresser dans cette émission à la question toute particulière de l'inceste au sein du patriarcat. On ne fournira pas ici une analyse ultra poussée, mais plutôt une introduction plus accessible. En commençant par lancer le sujet avec des chiffres, des réflexions politiques et les relations entre l'inceste et le mouvement féministe, afin de mieux s'armer contre l'inceste, justement. Nous accueillerons ensuite Cécile C., autrice, illustratrice et militante, pour discuter de ce système de domination sexuelle au sein de la famille, mais aussi et surtout des perspectives de lutte collective et militante. Donc, grand tabou de toutes les familles en France et d'ailleurs, l'inceste, c'est partout, et c'est tout le temps. Dorothée Ducy est anthropologue et autrice du livre Le berceau des dominations qui est paru en 2013. Elle écrit dedans « L'inceste survient dans une famille où il est toujours déjà là. Les enfants viennent au monde avec des parents, des oncles et des tantes socialisées avec l'inceste. Les chiffres de la Civise, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, sont édifiants en 2023. Un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. Ça représente à peu près 3 enfants victimes d'inceste par classe de CM2. Et en France, on recense 160 000 enfants victimes d'inceste, aussi en 2023. À savoir que la réalité numérique, elle est sûrement plus élevée, puisque toutes les victimes ne parlent pas, pour tout un tas de raisons, dont la honte, la silenciation de l'entourage, ou bien encore la peur d'anéantir le semblant d'harmonie familiale. L'inceste, on le définirait ici comme un système de domination et d'exploitation sexiste et adultiste. Il se transmet à travers les âges et toutes les sociétés. On part donc du principe que ces dites sociétés sont imprégnées d'inceste. Que dès lors, ce sont des violences systémiques, des pratiques inscrites dans la norme sociale et qu'il ne s'agit non pas de faits divers isolés, mais bien de la résultante d'un système ancré dans toutes les familles. Parce que l'inceste, c'est aussi un climat. Il a été théorisé en partie par Paul-Claude Récamier. Donc l'incestuel se définit par ce qui règne dans une famille sans qu'il y ait nécessairement passage à l'acte. Il désigne un climat de relations intrafamiliales où il y a une confusion des places et des rôles entre les différents membres d'une même famille. Cela n'empêche ni les viols, ni les agressions. Cependant, ce climat est présent dans toutes les familles où ces viols et ces agressions ont lieu. On a donc un continuum des violences qui vont de l'explicite au presque imperceptible. Sauf que même si elles sont indiscernables parfois, ces violences, elles aboutissent à la destruction de la vie des victimes. L'inceste, on le qualifie parfois de sursis avec la mort. L'Institut de sondage Ipsos estimait en 2010 notamment que 53% des victimes d'inceste ont déjà tenté de mettre fin à leur jour. On observe également une prédisposition aux violences sexuelles et domestiques, dont font partie, par ailleurs, les féminicides chez les personnes ayant été agressées enfants. Il y a donc une trame qui se tisse. L'inceste n'est pas un phénomène étranger au patriarcat. Au contraire, ils ne se connaissent que trop bien.
la société capitaliste organise la production et la reproduction sur des modèles de domination. Le patriarcat, lui, contribue à ces modèles par l'exploitation et l'oppression des femmes par les hommes. La famille, au sein de notre société capitaliste hétéropatriarcale, est la cellule idéale pour apprendre ces modèles de domination sexiste et économique. Elles se traduisent dans toutes les interactions, même les plus discrètes, entre les membres d'une même famille. Ici, l'inceste consiste à affirmer une position de domination par le sexe de l'adulte sur l'enfant. Dans un tiers des cas d'inceste, qui concerne seulement des mineurs, on retrouve cette position de domination du plus vieux sur le plus jeune. Parce qu'il maintient ces positions de domination, l'inceste exprime et reconduit un fonctionnement social. Il est l'expression d'un système particulier d'économie de la domination. C'est de là que le titre de Dorothée Ducy prend tout son sens. L'inceste est le berceau des dominations, puisque nous sommes biberonnés par une culture qui l'encourage dès notre plus jeune âge. Ce bref constat semble faire de l'inceste un système dont il est impossible de réchapper. Nous, ici, autour de cette table, on pense que ça n'est pas le cas, et que collectivement, il est possible de faire tomber ce système ultra-violent, destructeur et mortifère qu'est celui de l'inceste. C'est pour ça que nous avons choisi d'y dédier notre émission de novembre. Elle s'inscrit dans un mois décolonial, féministe, contre les violences de genre, à l'initiative d'une coalition féministe de Paris. Nous en revenons finalement toujours à la lutte, et c'est autour d'elle que nous souhaitons articuler le temps d'antenne qu'il nous reste. Au FemRêve, on pense que sous le capitalisme et le patriarcat, les enfants ne seront jamais libres, et certainement pas protégés. C'est pour cela que l'on se forme aussi à la question de la domination adulte, parce que c'est une question politique et surtout une question féministe. On estime que l'on doit changer notre rapport aux enfants, leur laisser une plus grande place dans nos luttes, dans nos espaces, puis si la révolution advient, dans notre société future. Malheureusement, la chute du système n'a pour l'instant pas eu lieu. Nous avons donc toute une lutte qui s'ancre dans des perspectives révolutionnaires à construire. On l'observe, les droits des enfants, ça n'intéresse pas grand monde, et ça en mobilise encore moins. D'autant plus que le discours omniprésent jusque dans nos milieux est insatisfaisant. Il est toujours très carcéral, pénal et judiciaire, et donc centré seulement sur les agresseurs sans jamais vraiment parler de la domination d'âge et sexuelle systémique, qui sont pourtant au cœur du problème. En d'autres termes, pour mettre fin aux violences sexuelles au sein de la famille, il faut renverser le patriarcat et le capitalisme, parce que ces deux systèmes s'entretiennent et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais en attendant, on s'interroge, en tant que société, quant au fait de se tourner uniquement vers des solutions judiciaires. Lorsque la carcéralisation n'est pas dissuasive, que les tribunaux n'ont pas les moyens de juger toutes les affaires, que 94% des plaintes pour inceste sont classées sans suite, nous faisons face à un échec flagrant des institutions judiciaires à protéger les victimes et à prévenir des cas d'inceste dans pratiquement toutes les familles de France. Et nous le savons, de nouvelles lois et l'augmentation des moyens alloués n'y changeront rien. Parce que ce n'est pas qu'une question de délit et de crime. La société telle qu'elle est aujourd'hui a besoin de l'inceste pour fonctionner. L'inceste, ça n'est pas une anomalie du système capitaliste et patriarcal. C'est son rouage essentiel. C'est donc à nous, militantes féministes, mais pas seulement, de réfléchir à d'autres manières de lutter, des façons moins institutionnelles, mais certainement plus efficaces. C'est donc tout naturellement que nous avons demandé à Cécile C de se joindre à nous aujourd'hui. Lutter, ça passe aussi par l'éducation, la sensibilisation et l'analyse des dominations diverses qui régissent notre monde. Après la pause musicale, on discute avec Cécile C. Militantisme, enfantisme et perspectives de lutte sont au programme. Pour faire une courte pause, on vous propose d'écouter Le loup de Mylan. Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce où je me cache. Je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre sous ce regard. Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours ça me gâche.
vois loup, voyez le loup. Papa, fallait pas venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es sous cet œil tout. Je sais que le loup n'est plus dans la forêt. Regardant mes plaies, j'avoue, regardant mes plaies, j'avoue, c'est plus grave. Que ce que je croyais, c'est fou, que ce que je croyais, c'est fou, ça s'étale. Je vais pas dire merci pour tout, je vais pas dire merci. Au secours, je peux pas. Passer par ici, le loup, et repassera-t-il un jour par là? Fallait pas venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es sous cet œil tout. Je le vois le loup, voyez le loup. Fallait pas venir trop près de moi. Maintenant je sais plus très bien qui t'es sous cet œil tout. Je sais que le loup n'est plus dans la Vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Vous êtes avec les féministes révolutionnaires et ce soir on parle inceste, lutte féministe et perspectives révolutionnaires. Nous accueillons aujourd'hui Cécile C. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes autrice, illustratrice et militante. Vous avez publié il y a 1 an Ce que Cécile sait. Votre livre ainsi que votre compte Instagram sont des outils précieux pour la compréhension du système inceste, de la culture de l'inceste en France et de leur étendue. On sait que c'est difficile de parler et encore plus de témoigner à visage découvert. Médiatiquement, vous faites partie de celles qui incarnent la lutte contre l'inceste et de celles qui en parlent. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas et à produire un tel travail d'information ? La colère. J'ai fait mon... En fait... je bug un peu parce que pour moi c'est pas particulièrement difficile d'apparaître à visage découvert ou donc j'avais pas l'impression d'avoir une barrière à franchir ou quelque chose comme ça et en fait il y a aussi un autre truc, c'est que je parle là à l'heure actuelle, on est en 2025, du haut de ma position de j'ai acquis une petite notoriété, mais quand j'ai commencé à parler j'étais personne en fait. Donc c'est beaucoup plus facile d'ouvrir la bouche quelque part quand personne nous attend et que on a juste à dire ce qu'on a envie de dire et sans... En tout cas moi c'était ça, je me suis pas posé de questions sur comment ça allait être reçu parce que je pensais pas que ça allait être reçu en fait, tout simplement. Et comme ça, vous avez l'association que ça a été reçu maintenant, comment ça se passe pour vous ? Est-ce que c'est différent quand on vous accueille dans une radio justement comme ça, de parler maintenant que les gens ont lu votre histoire ? Alors tout le monde n'a pas lu mon livre, donc ce qui est différent, c'est que ma parole elle est autorisée, c'est-à-dire que j'ai gagné une légitimité. Quand on n'a pas écrit un livre et qu'on n'a pas 50 000 followers, on n'a pas la légitimité. En fait, c'est toujours la question des régimes de parole. Donc, aujourd'hui, j'ai une certaine légitimité dans certains milieux. Après, j'ai toujours, dès que je retourne dans ma famille, j'ai plus aucune légitimité. Donc, c'est ça aussi la question des régimes des paroles et qui est hyper importante de comprendre. Et cette question sur comment ça fait de parler... En fait, justement, je trouve que c'est...
c'est intéressant d'en parler parce que très souvent la question est posée sans... comme si justement il n'y avait pas de régime de parole, c'est-à-dire il n'y avait pas des réseaux dans lesquels certaines paroles sont plus autorisées que d'autres et des réseaux de légitimité, des réseaux de vérité. Et donc, moi, j'en peux plus d'entendre des expressions toutes faites comme libération de la parole ou même libération de l'écoute, sans qu'à chaque fois, on ne prenne pas en compte la dimension hiérarchique de qui est autorisé à parler, qui ne l'est pas. Et puis, c'est pas on-off, c'est dans certains contextes et pas dans d'autres, etc., etc. Par exemple, dans un procès, il y a un régime de parole qui va faire que ce qui est dit est relié à une éventuelle sentence, et donc ça peut pas produire le même type de vérité que dans un cabinet de psy ou, je sais pas moi, dans une table ronde où on cherche à comprendre ensemble. Ouais. Et justement, par rapport à ce régime de parole, aujourd'hui, par exemple, ici, là où vous êtes, donc avec les féministes révolutionnaires, avec nous, ça peut paraître, votre parole, elle peut être plus accueillie, mais nous, on remarque aussi que même dans les milieux féministes, on a beaucoup de mal, justement, à parler des enfants et de parler de l'inceste. Enfin, en fait, c'est encore très, très difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de faire notre émission de radio par rapport à ça. Est-ce que vous le ressentez que même dans nos milieux, même avec les collectifs enfantistes, par exemple, ou même avec du coup des collectifs féministes, c'est encore compliqué? En fait, c'est toute la question d'intersectionnalité. C'est-à-dire, c'est pareil, dans des milieux blancs, c'est compliqué d'arriver et d'être racisé et de dire qu'il y a un problème de racisme. Donc, en fait, dès qu'on met le doigt sur une intersection, c'est-à-dire dans les milieux féministes, on est dans des milieux adultes, donc c'est la parole des femmes adultes qui va être défendue, c'est les vies des femmes adultes qui vont être défendues, et ces femmes adultes n'ont pas forcément les mêmes intérêts que des enfants. Et d'ailleurs, dans l'enfance, c'est pareil, il ne faut pas prendre l'enfance comme un groupe homogène, mais dans l'enfance, il y a tout un tas de catégories alors, il y a les catégories raciales, de minorité de genre, de handicap qui vont intervenir, mais il y a aussi, selon l'âge, un enfant de 2 ans a moins de pouvoir qu'un enfant de 10 ans, qui en aura moins qu'un enfant de 15. Donc, c'est toutes ces intersections qu'il faut comprendre et nommer. Et donc, pour moi, oui, c'est difficile. Je sais bien que c'est compliqué dans les milieux féministes. Là, justement, je suis en train de travailler sur le cas d'Abia Benkired et de l'affaire Lola. Je sens que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Mais parce que, en fait, si on travaille pas sur la manière dont les dominations agissent sur leurs victimes pour les obliger à reconduire elles-mêmes les dominations, on ne comprend pas. Voilà. Je suis désolée pour une question de contexte. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler un peu ce que c'est l'affaire d'Abia Benkired? C'est aussi connu sous le nom de meurtre de la petite Lola. Et donc, c'est l'affaire qui a été jugée il y a 10 jours. C'est d'ailleurs dans le quartier où c'est une jeune femme de 24 ans qui a violé, torturé et tué une petite fille de 12 ans. Et cette jeune femme était algérienne, ayant grandi en partie en France, je crois, mais en tout cas sous OQTF pour une raison administrative. Et la petite Lola, elle, c'est une petite fille blonde, blanche, voilà. Et donc, dans l'appréhension de ce procès, évidemment, il y a tout ça qui joue. Moi, ce que je trouvais bien, c'est que Cécile C, ça part de votre récit personnel et progressivement s'ajoute tout un tas d'analyses, de chiffres et de moments culturels pour rendre visible cette domination systémique et structurelle qui est l'inceste, là où on a appris à plus la voir. Et l'information, pour nous, c'est une façon efficace de lutter. Et est-ce que la publication de cette BD et même du compte Instagram, c'était aussi l'objectif, c'était de lutter? Oui, alors là, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais entendu Adèle Haenel qui disait c'était quoi sa phrase? Ce qui répare, c'est de changer le monde, en gros. Et je pense que, en tout cas, moi, je suis au même endroit qu'elle vis-à-vis de ça, quoi. L'idée de parler, c'était de... Bon, au tout départ, vraiment, il n'y a pas ça. Il y a juste... En fait, moi, mon premier post sur le sujet, c'est je rentre de chez un psy qui m'a hurlé dessus et donc j'écris ce qu'il n'a pas voulu entendre. Et puis, il y a eu un effet un peu MeToo, en tout cas d'écho, c'est-à-dire que moi, j'étais personne et tout à coup, ce post est beaucoup, beaucoup partagé. Donc, je me suis dit, ah tiens,
j'ai encore des choses à dire, peut-être qu'il y aura encore de l'écho. Donc c'est comme ça que ça a été entraîné. Et ensuite, à partir du moment où le conte s'est mis à exister autour de cette question-là, oui, c'était vraiment l'idée. En fait, c'était un partage avec le public. Donc chaque fois que je postais, j'avais des retours qui étaient des retours qui me posaient question, qui m'obligeaient à aller voir dans des endroits que j'avais pas vus, ou alors avec lesquels j'étais pas d'accord. Et oui, à chaque fois qu'après je me suis mise à écrire, il y avait l'idée de faire voir le problème autrement et d'influer sur la manière dont on voit le problème. Les témoignages, donc, ce sont des outils précieux dans la lutte contre les violences faites aux enfants. C'est souvent une des premières choses qu'on cherche et qu'on trouve lorsqu'on s'interroge sur des faits d'inceste. Pour vous, quel rôle l'écriture et la lecture des témoignages tiennent dans le militantisme ? Alors, il y a deux aspects, parce que il y a un témoignage, il peut être oral ou écrit. Donc, pour moi, c'est pas la même chose, en fait. À partir du moment où on va passer à l'écrit, il y a une dimension de forme, donc littéraire, etc., qui va faire que peut-être tel ou tel témoignage va avoir plus d'importance, d'impact, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que en fait, je reviens d'un mois en Gambie où je suis partie travailler sur les mutilations génitales féminines. Et en fait, c'était hyper intéressant. Là aussi, c'était à l'intersection de plein de questions. Ce que ça m'a amené à penser, la lutte des jeunes femmes là-bas pour arrêter ce qu'on appelle ici les mutilations génitales féminines, mais qui ne sont pas forcément appelées comme ça là-bas d'ailleurs, qui, par exemple, ça va être appelé femelle circoncision. En fait, il y a une double lutte qui est, comment dire, là aussi, l'intersection, c'est qu'est-ce que les droits humains ? Est-ce que les droits humains, c'est l'intégrité corporelle ou est-ce que c'est le respect de la culture, c'est-à-dire est-ce que c'est les droits culturels ? En fait, c'est les deux. Et du coup, là, il y a une espèce de choc, voilà, une choc de réflexion et de militantisme. Mais ce que j'ai observé, c'est que ce qui fait tomber certaines idéologies et certaines réflexions, c'est la parole des concernés. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beau y avoir tout un tas de personnes qui vont défendre ces pratiques-là en disant que c'est une pratique culturelle et que c'est important pour maintenir telle ou telle culture. Sachant que c'est vraiment, quand je dis culturel, je dis pas africain, hein, je veux dire les Mandingues le font, les Wolofs le font pas, enfin voilà, c'est vraiment des trucs ultra précis. Mais en fait, cette revendication-là, elle tombe dès qu'une femme qui a été excisée parle des conséquences que ça a pour elle. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que je fais un long détour, mais c'est parce que c'était important pour moi de comprendre à quel point, face aux violences, en fait, c'est vraiment la force du témoignage, effectivement, qui va permettre la conscientisation et qui va faire bouger les choses. Mais le problème, c'est toujours ce qu'on redisait au début, c'est que c'est les régimes de parole, c'est-à-dire comment un témoignage peut arriver à un espace où il va être entendu. Et ça, c'est loin d'être acquis. Ça, c'est aussi culturel. Et par exemple, il y a plein de témoignages... je veux dire, il ne faut pas avoir le culte du témoignage pour le témoignage. Il y a plein de témoignages qui arrivent aujourd'hui et au-delà du témoignage, il y a plein de paroles de concernés qui ne sont juste pas entendues, mais absolument sous tous les radars. Je veux dire, un enfant de 2 ans, quand il parle, il ne va pas parler sous forme de témoignage. Et pourtant, les enfants de moins de 3 ans sont encore plus susceptibles de subir des violences sexuelles que les enfants de 10 ou 15 ans. Donc... il y a toute cette réflexion-là sur comment la parole des concernés peut arriver à un espace où elle va être entendue. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas idéaliser la parole pour elle-même. Voilà.
aujourd'hui, par rapport à votre positionnement vis-à-vis de tout ça, comment vous luttez au-delà justement des témoignages, etc. Comment vous, en tant que personne, vous luttez? Est-ce que vous allez, par exemple, en manifestation? Qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense qu'il faut tout faire. Faut aller en manifestation. Il faut écrire, penser, réfléchir collectivement. Il faut faire du lobbying pour changer les lois. Et on néglige beaucoup le sabotage comme forme de lutte. Donc moi, je milite beaucoup pour le sabotage. Aujourd'hui, les revendications enfantistes, justement, on parle des lois là, elles sont centrées sur des réformes judiciaires. En tout cas, c'est le sentiment que nous, en tout cas, on a ici, puisque les institutions, elles refusent de s'emparer de la question, jusqu'à même réfuter les conclusions de la Ciivise. On a tendance à plus croire justement à une réponse institutionnelle. Est-ce qu'il y a des autres terrains sur lesquels il serait judicieux de s'investir dans les milieux féministes? Oui. En fait, il faut les deux. C'est ce que je disais juste avant. En fait, la question de la loi, elle est fondamentale. Je reviens à mon histoire de FGM, mais excusez-moi, c'est parce que j'en viens juste. On ne peut pas lutter contre une pratique s'il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose de l'ordre de la loi, de la règle commune, qui va pouvoir permettre de dire que ça n'est pas acceptable, en fait. Et pour ce qui est de l'inceste, par exemple, on a le même problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inceste en lui-même n'est pas considéré comme une infraction en soi. C'est une circonstance aggravante du viol, mais il n'y a pas de loi qui interdit l'inceste. Ce qui fait qu'il n'y a pas de loi qui interdit l'incestuel, il n'y a pas de loi qui va protéger les plus vulnérables dans les familles vis-à-vis des pratiques incestueuses et incestuelles. Ça, c'est un énorme problème parce que du coup, ça permet que des œuvres comme celle de Bastien Vivès ou de Gainsbourg, ça permet que des pères de famille se baladent à poil sans que ce soit considéré comme un problème, et ça va toujours être ramené à chacun fait ce qu'il veut. Donc la loi, elle est ultra importante. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui considèrent qu'il ne faut pas lutter sur le terrain judiciaire. Je pense que c'est important que la loi soit écrite. Après, on a tendance, alors je ne suis pas juriste, mais un problème militant, je trouve, c'est de considérer que loi égale logique punitiviste. On peut très bien exiger des lois et penser autrement les sanctions, par exemple. On n'est pas obligé loi implique pas prison. Ça, j'entends très peu de discours sur le sujet. Et la prison, alors pour le coup, moi je suis très anti-carcérale, je pense que la prison, c'est vraiment la pire solution qui soit. Il faut des sanctions, ça c'est sûr. Mais les sanctions, elles peuvent être de tous ordres. Alors on peut imaginer, oui, comme... je vais dire des grossièretés parce que je suis pas finement juriste et j'ai pas beaucoup réfléchi encore à la question, même si c'est un sujet de réflexion que j'ouvre en ce moment. Mais oui, probablement qu'il y a une forme d'isolement social qui peut intervenir à un moment donné pour mettre un stop. Quand on voit... si on est... et le cas dont on parlait tout à l'heure d'Abia Ben-Kiret, il est vraiment exemplaire pour ça. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui a subi de l'inceste et des violences toute son enfance, qui va reproduire de manière atrocissime ces violences. Son cas montre en fait que... il n'y a pas que... quand on est dans la logique carcérale, on a cet imaginaire de l'agresseur, c'est un homme. Et l'agresseur, c'est un homme adulte. Bon, il y a plein d'agressions dans l'inceste qui sont commises par des petites filles, par des petits-enfants, par des jeunes femmes, par des jeunes hommes, par des mères, par des tantes, par des cousines. Enfin bref, donc tout un tas d'agressions qui sont absolument sous les radars. Moi, par exemple, je ne crois pas du tout à ces chiffres qui disent que 96% des violences sexuelles sur mineurs sont commises par des hommes. Je n'y crois pas. Je pense qu'on est... ça ne veut pas dire que les hommes ne violent pas les enfants, bien sûr, mais je pense que c'est juste qu'on invisibilise un continent noir et qu'on n'est pas prêt, en fait, pour voir l'ampleur du problème. Et donc, si on considère qu'on s'agresse joyeusement en famille partout, tout le temps, on ne va pas mettre la société entière en prison. Donc, il faut d'autres types de réparations. Et je crois que ça passe... là, justement, je suis en train de lire Muriel Salmona qui a écrit « Enrayer la fabrique des agresseurs ». Et je pense que ça passe beaucoup par le soin. Il faut exiger, par exemple, une sécurité sociale qui prenne en charge les soins psychologiques.
Et justement, par rapport à tout ce soin, on pense aussi à la prévention avant, justement, pour les enfants, pour aussi leur permettre, non pas de ne pas se faire agresser, mais de pouvoir témoigner s'ils en ont besoin, de pouvoir mettre des mots sur ce qui leur est arrivé, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez justement de la prévention? Est-ce que vous pensez qu'en France, on fait assez? Non, on fait assez nulle part, hein, mais en fait, le problème, c'est que dans la prévention, on aborde encore les choses comme les violences sexuelles sont un écart à la norme. Donc, on va considérer que oui, il faut prévenir les enfants. C'est important de dire aux enfants que leur corps leur est impressionnant, etc. Mais par exemple, on le fait sans jamais prendre en compte l'inceste. Donc, on ne se demande pas qu'est-ce qu'on fait. On se pose même pas la question de se dire on est en train de faire de la prévention contre les violences sexuelles à des enfants qui vont rentrer chez eux et c'est leur grand frère qui va les agresser, en fait. Et pour ces enfants-là, on leur offre absolument rien. Parce qu'en fait, la prévention dans les écoles ou dans tous les espaces où il y a des enfants, elle se base beaucoup sur on va informer les enfants. Mais du coup, tout ça repose sur les enfants, dont la parole n'est jamais entendue quand elle s'exprime, etc. Donc il y a un truc qui va pas. Pour moi, ce qu'il faudrait faire, et je suis contente parce que j'ai vu que Muriel Salmona disait la même chose, c'est aborder les choses en termes de prévention des risques. C'est-à-dire considérer que les violences sexuelles ne sont pas un écart à la norme, mais un risque permanent. Si on raisonne en termes de risque, on va raisonner en termes de qu'est-ce qui est le plus risqué ou pas. Et ce qui est le plus risqué, en fait, c'est d'être très vulnérable. Donc, les enfants racisés, les enfants trans, les enfants porteurs de handicap sont beaucoup, beaucoup plus à risque que les enfants valides, blancs, etc. Donc, il faut mettre en place aussi des politiques antiracistes, aussi des politiques antivalidistes, etc. dans les écoles, parce que l'école est très raciste, l'école est très validiste, etc. Et puis, si c'est un risque, on va se demander qu'est-ce qu'on fait si ce risque advient. Donc, qu'est-ce qu'on fait si dans une école, tout à coup, on voit un animateur ou un prof violer ou agresser sexuellement un enfant? Si on commence à se représenter la situation, on va se rendre compte que ça va être très compliqué pour la personne qui veut dénoncer de pouvoir dénoncer. Parce que c'est se mettre à dos l'institution, les collègues, etc. Donc en fait, il faut penser en termes de... comment ça s'appelle ? Le lanceur d'alerte. Donc qu'est-ce qu'on fait pour protéger les lanceurs d'alerte ? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour permettre à une personne qui va voir une situation de se croire même elle-même ? Là, c'est un peu une réforme culturelle, c'est-à-dire de vulgariser le fait que tout ça existe. Et un des trucs que je dis tout le temps, c'est dans les populations les plus à risque, c'est les bébés. Les bébés, il n'y a pas plus vulnérable qu'un bébé. Un bébé ne peut même pas parler. Et qu'est-ce qu'on met dans les crèches qu'est-ce qu'on met en place dans les crèches pour protéger les bébés ? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à se dire que les personnes qui sont dans les crèches violent les bébés ou à la maternité. Enfin, il y a eu une affaire à Montreuil, pareil, bébé noir d'ailleurs, donc racisme qui n'a pas été pris en compte lors de la procédure judiciaire, mais on a des nouveau-nés qui sont violés. Mais ça arrive tout le temps. Là, on a eu un cas parce qu'on a de plus en plus, avec les téléphones, il y a de plus en plus de traces et de preuves. Mais je veux dire, ce genre de choses existe depuis toujours. Mais est-ce qu'on est prêt à se dire que ça existe ? Donc, est-ce qu'on est prêt à le voir même ? Ça, c'est même presque une question intime, mais en fait, elle doit être prise en charge collectivement parce que tant qu'on ne se représentera pas que ça existe, on ne pourra pas faire la prévention adéquate. Donc là, on parle de ce qui existe, de ce qui n'existe pas, de ce qu'on voit, de ce qu'on ne voit pas. Juste avant, vous avez cité par exemple Gainsbourg, Bastien Vivès, etc. On parle beaucoup de culture de viol en général dans le féminisme, mais on parle très peu de culture de l'inceste. Et au-delà de ça, on ne parle pas du fait que, en fait, dans nos imaginaires collectifs et dans la culture que nous, on a eue à l'école, que l'on a eue après, plus tard, dans la musique, etc., l'inceste est partout, tout le temps. Et vis-à-vis de ça, comment on fait pour en sortir ? Alors là, c'est vraiment intelligence collective, quoi. Faut en parler tout le temps, faut décrypter tout le temps. Faut parler aux enfants qui vont à l'école. Enfin, je sais pas, moi, mon fils, l'an passé, il est revenu de l'école, du collège. Il avait étudié Molière en 6e. Et il m'a dit, maman, j'ai dit à la prof que c'était de l'inceste, parce que Molière, il a
épousé sa belle-fille, qui était peut-être sa fille, mais je pense plus probablement sa belle-fille. Et la prof leur a dit, bah non, c'est pas de l'inceste. Parce qu'elle était hyper gênée à l'idée de dire que c'était de l'inceste. Or, c'est mon fils qui avait raison. Et du coup, moi, pendant 1h30, après, j'ai dû reprendre la fiche Wikipédia de Molière, de Madeleine Béjart, d'Armande Béjart, et on a dû décrypter, parce qu'il était perdu. Il y a eu même un moment, il m'a dit, maman, c'est quoi la différence entre une agression sexuelle et un inceste? Il comprenait plus rien. Bah, il comprenait plus rien parce qu'il s'était fait gaslighter par la prof, en fait. Donc, et ça, c'est tout le temps, je veux dire. Donc, c'est à la fois c'est une vigilance individuelle dans le sens où on a tous et toutes des œuvres sous les yeux qu'on doit apprendre à regarder déjà, des enfants à nos côtés qu'on doit aider à décrypter. Et après, c'est aussi quelque chose de... dès qu'on comprend une situation, dès qu'on comprend qu'une œuvre est problématique, faut le dire, quoi. Donc, il faut en faire des émissions de radio. Mais c'est infini. Enfin, je veux dire, on peut... Je parlais avec quelqu'un, pas plus tard qu'aujourd'hui, en message privé. C'était quelqu'un qui a créé un compte pour dénoncer l'inceste maternel. Bon, l'inceste maternel est absolument romantisé partout, tout le temps. Enfin, je veux dire, Marguerite Duras, inceste maternel de la part de sa mère. Romain Gary, inceste maternel. C'est des œuvres qu'on lit et on dit jamais que c'est de l'inceste, en fait. Voilà. Donc, il y a un gros boulot. Ouais, et on dit un gros boulot de nous tous, du coup, autour de ça. Est-ce que vous avez des outils à nous donner que vous utilisez dans la vie de tous les jours, par exemple, pour justement parler ça avec les enfants, avec les plus jeunes ou avec les ados même, comment ça se passe? C'est pas des outils, c'est plus une exigence de vérité, en fait. C'est-à-dire, c'est pas des outils, c'est une gymnastique, en fait. C'est-à-dire, quand on commence à ouvrir les yeux et à voir, c'est très inconfortable. Donc, la tentation, elle est grande à tout moment de se dire qu'en fait, non, qu'en fait, c'est pas si grave, qu'en fait, c'est pas ce qu'on se dit. Enfin, de se gaslighter soi-même, en fait. Donc, c'est plus de muscler la confiance dans ce qu'on voit, dans ce qu'on regarde et d'être prêt à se dire que ouais, on vit dans une culture qui normalise l'inceste. Enfin, c'est vraiment la pilule rouge de Matrix, quoi. C'est être prêt à avaler la pilule rouge et à pas en sortir, à toujours... Et il y a des fois où on n'y arrive pas. Il y a des fois où on va voir quelque chose et on va, pour tout un tas de raisons, on va pas être en mesure d'intervenir ou de dire quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, être capable de se dire « ouais, là, j'ai pas su intervenir », plutôt que de se dire « il n'y avait pas matière à intervenir ». C'est ça, muscler sa confiance, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de... Enfin, s'il y avait une baguette magique, ce serait facile, en fait. D'où le fait que je suis très sceptique vis-à-vis des trucs de prévention, etc. Parce que non, il n'y a pas de baguette magique. Et d'ailleurs, un des plus grands dangers, pour moi, c'est quand on présente n'importe quoi comme un outil idéal qui permettrait de sortir, je sais plus, il y avait un truc qui avait buzzé cet été où c'était une maîtresse qui faisait chanter aux enfants si tu me touches, je le dis à mon papa ou à ma maîtresse, mais au secours, quoi. Parce que en fait, cette chanson-là précisément laissait entendre que le papa ou la maîtresse ou les parents n'étaient pas des agresseurs potentiels. Donc au moment où en fait on prétend aider les enfants, on enferme encore plus les enfants qui sont victimes d'inceste. Ce qui est précisément la manière dont l'inceste se perpétue en permanence. Donc, moi, je suis toujours hyper sceptique vis-à-vis de n'importe quoi qui serait présenté comme un outil. Depuis le début, on fait que parler du coup de la marmaille. Et il nous semble finalement important de réfléchir aussi à la place qu'on aimerait que les enfants ils aient dans nos luttes et au sein même de nos structures collectives et militantes. Nous, aux féministes révolutionnaires, les enfants, ils ont un petit nom. On les appelle les petits camarades parce que ce sont en fait déjà des camarades de lutte avec aussi leur lutte à LE. Selon vous, que faire pour ne pas laisser nos petits camarades justement sur le banc de touche? Je suis en train de penser, si mon fils était là, il a 11 ans, il vous dirait que petit camarade, c'est adultiste. Ah. Parce qu'il n'est pas petit. Voilà. Du coup, que faire? Alors, déjà, c'est arrêter de penser que... Mais c'est valable dans toutes les luttes, en fait. C'est-à-dire, je pense qu'on peut pas... Il y a un problème dans l'œuf, dans la question enfantiste.
c'est que globalement, tel qu'il existe depuis quelques années, là, le mouvement enfantiste, même si je sais que le collectif enfantiste a été créé par une mère et sa fille, et je salue Claire Bourdi, j'en profite pour la saluer, mais j'en ai déjà parlé avec elle, le problème du mouvement enfantiste, c'est que c'est un mouvement qui est porté par des adultes et qui, de ce fait, aussi invisibilise les luttes des plus jeunes, parce que les luttes enfantistes, en fait, elles existent depuis toujours. Je veux dire, les syndicats lycéens, les collectifs de mineurs isolés, ce sont des luttes enfantistes qui ne se nomment pas comme telles. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faudrait davantage considérer et repérer les luttes et les organisations des enfants quand elles ont lieu, et les aider à s'empouvoirer et voilà, et exister, que d'agir depuis notre place d'adulte pour être enfantiste, même si c'est évidemment essentiel. Mais par exemple, il y a un outil, alors là pour le coup c'est un outil, qui existe dans les écoles publiques et qui est absolument sous-coté, et moi je suis effarée que ce soit aussi peu su. En fait, il y a un truc qui s'appelle la coopérative scolaire. Et la coopérative scolaire, ça vient de l'éducation populaire des années 50. C'est dans les textes, toujours aujourd'hui. À force que je le dise, ils vont peut-être finir par changer les textes, parce que je me suis accrochée avec le président de la fédération des COP scolaires il y a quelques années. Mais donc, dans les textes, il est dit qu'une coopérative scolaire, c'est de l'argent qui doit être mis à disposition des enfants dès la maternelle pour leur permettre de monter des projets, d'apprendre à monter des projets, d'apprendre à gérer des budgets et du coup d'apprendre à faire des choix éclairés en fonction d'objectifs, etc. C'est un outil incroyable. Et cet outil-là a été absolument spolié par les adultes. Et aujourd'hui, la coopérative scolaire, c'est uniquement géré par des adultes au nom du bien des enfants. Alors, les adultes détestent qu'on leur dise qu'ils ont spolié les enfants. Et ils répondent toujours que c'est pour le bien des enfants et que les projets, c'est pour les enfants, etc., etc. Mais là, typiquement, c'est un outil qui pourrait être redonné aux enfants. La loi existe déjà, il n'y a même pas besoin de changer la loi. C'est simplement qu'il faudrait lutter dans les écoles pour que les enfants aient ce budget et que ce soit eux et elles qui puissent faire les choix et pas les adultes. Ce truc-là, tout est en place, il y a juste à pousser. J'ai cherché à le faire dans l'école de mon fils, évidemment, ça s'est mal passé. Parce que ça implique de déposséder les adultes d'un pouvoir qu'ils ont littéralement volé aux enfants. Et justement, aujourd'hui, par rapport à la lutte avec les enfants en général, le truc, c'est aussi de faire entrer, de pouvoir être tout le temps avec les enfants. Et nous, en ce moment, la question se pose par rapport aux manifestations, dans le sens où, à Paris en tout cas, et même dans le reste de la France, la répression, elle est tellement grande que des fois, on n'ose pas en fait ramener les enfants avec nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait réfléchir à ça pour pouvoir, à long terme, amener les enfants. Là, je pose la question à tout le monde autour de cette table, en fait. Est-ce qu'on a des idées, justement, contre ça, quoi ? Alors, déjà, il y a manifestation. Moi, j'emmène mon fils dans certaines manifestations. Alors, c'est même pas que je l'emmène, parce que comme il a 11 ans, maintenant, il décide de venir ou pas. Et il y a certaines manifs où il vient et d'autres pas, parce que tous les manifs n'ont pas le même degré de dangerosité. Là, le 15 novembre, il y a une manif enfantiste pour les enfants. Donc, typiquement, on ira, je pense. Après, il y a le fait que, à nouveau, on a tendance à penser... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut absolument faire venir les enfants dans des dispositifs adultes ou est-ce qu'il faut protéger les dispositifs des enfants ? Par exemple, un énorme lieu d'oppression pour les enfants, c'est quand même l'école. Est-ce qu'il ne faut pas, quand il y a des mouvements lycéens, est-ce qu'il ne faut pas aller devant les lycées pour protéger les lycéens plutôt que de vouloir absolument ramener les enfants en manif ? Est-ce qu'il ne faut pas lutter pour que les collégiens puissent faire grève et qu'ils aient des syndicats collégiens ? Ce qui est une question qui se pose parce que mon fils est très politisé, il est en 5e, il a fait grève, mais on a caché sa grève pour pas qu'il se retrouve à avoir été absent, parce qu'il n'y a aucun dispositif aujourd'hui qui permet politiquement de déclarer qu'on est en grève au collège. Et on pourrait même décliner jusque dans les écoles. Voilà, donc
Et puis, surtout, il faudrait peut-être demander aux concernés. Enfin, je pense que ce qu'il faut, c'est... En fait, c'est toujours pareil. Les concernés conscientisés, c'est pas... les concernés, c'est pas les concernés en soi. C'est-à-dire, il faut conscientiser aussi les enfants, leur apprendre qu'ils ont des droits. Mais ça, c'est ce que prétend faire l'école, alors que quand elle le fait, elle les gaslight, puisque l'école retire absolument tous les droits aux enfants dans la journée et leur apprend leurs droits. Donc au moment où on leur apprend qu'ils ont des droits, on est en train de pratiquer une absence de droits. Donc déjà, ça voudrait dire, pour moi, ça consisterait à vraiment s'emparer de l'école comme d'un sujet très très politique et très très problématique. L'école, c'est un lieu d'oppression terrible. Et il n'y a pas d'aide. Enfin, moi, j'entends pas encore. Les fédérations de parents, elles sont à la ramasse là-dessus. Ce que j'espérais, c'est que le mouvement enfantiste se convertisse aussi en fédération de parents dans les écoles, parce que peut-être que ça pourrait changer des choses. Mais je trouve que c'est là. Pour moi, c'est là qu'il faut agir le plus, quoi. Tous les jours, des millions d'enfants sont envoyés en prison pour la journée. Enfin, c'est comme ça que mon fils le dit, mais je pense qu'il a totalement raison. Ils sont envoyés en prison pour la journée et ils ressortent de prison le soir. Et on les envoie, en pensant que c'est joyeux, mais c'est un environnement extrêmement coercitif. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour desserrer cette coercition ? Moi, j'ai le sentiment que c'est quand même souvent des profs de façon individuelle. Enfin, il n'y a jamais rien de collectif qui se fait. Et c'est vrai que, alors, moi, j'ai un exemple très précis qui est celui de ma maman, qui est prof, et qui réfléchit beaucoup à cette question-là depuis quelque temps. Et qui, déjà, dans sa pratique éducative, avait quand même, quand on y réfléchit, il y avait déjà un peu cette question de respect mutuel et de pas... c'est-à-dire qu'elle était réputée pour jamais faire sortir ses élèves de cours. Et donc, elle avait un record en vie scolaire de « ça fait 10 ans qu'elle est là et personne ne s'est fait virer de classe ». Et surtout, à chaque fois, elle explique aussi qu'elle se retrouve confrontée à des collègues qui vont être réticents. Et elle fait une séquence qui, pour les secondes, avec tous les mots en isme, et avec notamment dedans l'adultisme. Et ils font une séance de cours collective, et où ce qui perturbe beaucoup ses élèves, c'est quand elle leur dit qu'elle a énormément à apprendre d'eux, et que donc c'est... Tout le monde est prof, là, et tout le monde est élève, et finalement qu'on écrit ensemble. Et ses collègues... c'est pas encore quelque chose qui est vraiment du tout acquis dans l'éducation nationale. Non, parce que c'est ça le problème. Moi aussi, j'étais prof, c'est pas un problème individuel. Et encore plus au sein de l'éducation nationale, c'est quand on veut... quand individuellement on cherche à lutter contre ça, c'est tous les profs qui démissionnent, parce que en fait la répression au sein de l'éducation nationale, elle est vraiment féroce pour toutes les personnes qui sont dissidentes vis-à-vis de l'ordre coercitif. Enfin, c'est vraiment ça la réalité. Donc évidemment qu'il y a des profs qui arrivent à créer des espaces qui sont moins adultistes, qui sont plus respectueux de leurs élèves, etc. Mais dans un environnement qui globalement est effrayant. Et si ces profs sont trop... Et ces profs-là, de toute façon, subissent de la répression. Et parfois, la répression les conduit soit à démissionner, soit les vire. Enfin, j'ai plusieurs exemples d'écoles qui ont été... le LAP, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le LAP qui a été réprimé férocement et qui prétend aujourd'hui avoir réouvert, alors que c'est tout sauf le LAP, puisque maintenant, il y a une chef d'établissement, alors que le LAP, c'était le lycée autogéré de Paris. Il n'y avait pas de hiérarchie entre les profs et les élèves. Voilà, on a réussi. C'était quelque chose qui existait depuis 25-30 ans et qui a été littéralement massacré dans des conditions. Enfin, je connais les profs du LAP, ça a été atroce, humiliant, féroce. Voilà. Et en plus, l'histoire du LAP est complètement effacée parce qu'on a remis à la place un truc qui s'appelle le lycée innovant de Paris, et donc tout ça va être effacé. Et il se trouve que je connais en plus un élève qui est dans ce nouveau lycée, et il n'était même pas au courant que là où il mettait les pieds, il y avait toute une histoire des luttes qui était effacée du fait même qu'il accepte de rentrer dans ce lycée. Ouais. Voilà. Donc, c'est important, évidemment, de lutter individuellement au sein de l'institution scolaire, mais c'est absolument pas suffisant. Après, il y a des...
pour les profs qui écoutent. Moi, je pense qu'il faut se rapprocher des collectifs comme l'ICEM, qui est la pédagogie freinée, et question de classe, et des collectifs qui sont hyper intéressants et qui cherchent à réfléchir dans le compte Instagram. D'ailleurs, ils font tout un projet là sur les pédagogies collaboratives. Voilà. Mais ça peut être que collectif. Il ne peut pas y avoir, à mon sens, de lutte individuelle là-dedans. Mais aussi penser de l'extérieur de l'éducation nationale. Enfin, vraiment, je dis ça, quand il y a des blocages lycéens, faudrait que les adultes aillent protéger ces blocages. Faudrait que ce soit une priorité, par exemple. Est-ce que c'est plus important d'aller se faire nasser en manif ou d'aller aider les élèves à bloquer leur fac ou leur lycée, par exemple? C'est une question stratégique. Merci beaucoup pour cet échange, Cécile C. Nous sommes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Et c'est la fin de cette émission. Mais d'abord, on a une petite conclusion à faire. Alors, dans l'apprentissage des dominations, l'inceste, il a un rôle indispensable, même chez les personnes qui n'en sont pas victimes. Tout le monde connaît quelqu'un agressé plus jeune, et ça suffit à maintenir le système. On y contribue tous. En refusant de voir, en maintenant le silence, on devient les gardiens et les gardiennes de l'inceste dans les maisons et les chambres d'enfants. Sauf qu'un système, ça n'est pas immuable. Un système, ça se renverse. Nous, on veut la fin du capitalisme et du patriarcat, ainsi que l'extinction de tous les autres systèmes de domination. Et si l'on apprend sagement à obéir, à ne jamais broncher, à se soumettre dès l'enfance, c'est en partie par l'inceste. L'inceste, en rouage du système, il peut être saboté, comme tout rouage de la chaîne. Lutter contre l'inceste, c'est mettre à mal les dominations sexistes et économiques, mais aussi toutes les autres dominations. Cette lutte-là, du coup, vous l'aurez compris, c'est à nous de l'écrire collectivement. Ça n'est pas seulement aux victimes de s'emparer du tabou. On se retrouve donc dans la rue le 15 novembre pour lutter aux côtés du collectif Enfantiste, puis le 22 pour battre le pavé contre les violences de genre. On vous invite d'ailleurs grandement à vous rendre aux divers événements qui auront lieu dans le cadre du mois anticolonial. Le planning est sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. On mettra fin à leur monde. Armons-nous contre l'inceste, finissons-en avec le règne du silence, apprenons à entendre et à protéger. C'était Albertine, Clara et Mégaval à la présentation. Merci à Nel et ML pour la technique. Emma pour l'écriture et le montage, et Tiersen pour l'aide à l'écriture de l'émission. Vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. À très vite sur les ondes et dans la rue, et n'oubliez pas, tant qu'il le faudra, féministe et révolutionnaire. Avant de vous quitter, on vous propose d'écouter Comme les grands de Marguerite Thiam.